Alors, est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez ou pas du tout? Eh ben, nickel. Alors, bon, merci Tiffany d'avoir saboté mon intro, puisque l'introduction, c'est « Vous allez assister à une conférence gesticulée. Qu'est-ce qu'une conférence gesticulée ?» On va la refaire quand même. Alors, une conférence gesticulée, d'après ce que mon formateur ici présent aujourd'hui m'a appris, c'est le mélange de savoir, dit savoir froid, né d'une démarche académique, dite aussi constructiviste, et de savoir chaud, dit d'une démarche de vie, évidemment, hein, dans une construction de savoir positiviste, le tout mélangé pour créer un objet théâtral hybride signifiant à visée politique. Vous avez compris à ma définition que moi non plus, je ne sais pas vraiment ce qu'est une conférence gesticulée. Si je devais donner une définition, on va dire simple, claire, c'est faire passer une information, un ressenti, un message, une vision du monde à travers un vécu, voire même un hobby. Et moi, mon hobby, c'est la magie. Je suis un très mauvais magicien, mais je suis très passionné par ça. En fait, j'avais commencé la magie pour arrêter de fumer. Je fume 2 paquets par jour, mais je sais faire disparaître le briquet. Et s'il y a un tour de magie qui m'a toujours fasciné, ce tour-là, vous le connaissez, ça s'appelle l'argent. Comment ça se fait qu'avec ce petit bout de papier, on peut tous acheter, en fonction de là où on habite, 5 à 10 baguettes de pain, un paquet de cigarettes? Je ne ferai pas de vanne sur le prix de l'essence, c'est trop violent en ce moment. Et ce qui est dingue avec la magie de l'argent, c'est que si on en a assez, on sait le placer, spéculer, miser, on peut facilement transformer 10 € en 20 €. C'est fascinant parce qu'avant je le faisais avec des bouts de papier de couleur, tout le monde s'en fout, dès que c'est de l'argent, on est captivé. Les gens viennent me voir à la fin du spectacle, j'ai plein de billets de 10, il y a moyen de... Alors j'ai voulu apprendre la magie de l'économie, donc je suis rentré à Poudlard. C'est une métaphore. Poudlard, pour ceux qui ne sont pas des fans d'Harry Potter, c'est l'école où ils apprennent la sorcellerie. Moi, la sorcellerie économique, je l'ai appris dans une grande école de commerce, d'énormes guillemets, on fait des petits lapins. Et en grande école de commerce, on nous apprend 3 choses. D'abord qu'on est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Alors j'ai compris l'arnaque plus tard, c'est que si on est persuadé d'être les meilleurs, quand on est en situation pour recruter des gens, on recrute des gens qui viennent de l'école, qui eux-mêmes recruteront des gens qui viennent de l'école, etc., etc., etc. Donc le coup de bluff le plus rentable de l'histoire. Deuxième chose, on nous apprend qu'avec les chiffres, on peut manipuler les foules, qu'avec les mots, on peut manipuler les hommes et les âmes. Et niveau mots, j'étais pas forcément à jour, donc je me suis dit, je vais lire. Tant et si bien que maintenant, j'arrive à apprendre des bouquins par cœur. Et on va faire la petite expérience. Alors, le spectacle a beaucoup évolué, j'ai beaucoup cherché quel livre. Hein. Au départ, c'était du Roland Barthes. Les gens s'endormissaient. J'ai essayé 50 Shades of Grey, j'ai vomi. Donc là, j'ai trouvé un entre-deux sympa. Je me suis calé sur La Passion de ma mère, les bons vieux polars. Alors, est-ce que ici, quelqu'un veut me tenir mon polar? Madame, merci de votre participation. Votre nom? Evelyne. Un applaudissement pour Evelyne. Alors, je demande toujours le nom, de 1 parce que ça humanise, de 2 parce que je sais les retrouver si ça se passe mal. Donc, alors je pourrais demander à quelqu'un dans le public de donner une page, mais soyons honnêtes, je connais du monde, on pourrait dire que j'ai triché. Donc on va rentrer dans une démarche de décision participative, encore un vieux truc de gauchiste, où chacun va donner un petit élément qui permet de choisir ensemble le numéro de la page. Un ou une volontaire? Monsieur, donnez-moi un chiffre entre 1 et 4. 10. Entre 1 et 4, 10. 3. Non, mais il faut pas être dans le jugement. Hein, je veux dire, voilà. Ensuite, alors je raye en dessous, pourquoi? Parce que sinon j'ai un copain qui va donner le chiffre qui m'arrange, on tombe exactement sur le chiffre qui me va. Madame, un chiffre, 5, 6 ou 8? Allez, 5. Allez, 5. Ensuite, 10 ou 12, monsieur? 10. 10. Et pour finir, madame,
16 ou 16? Eh, on est pas mal. Alors, pour ceux qui sont bons en maths, 3 et 5. 8. Et 10. 10. 18, bien. 18 et 16. 34, super. Alors, vous allez, surtout n'ouvrez pas encore le livre, je vais essayer de me souvenir de ce qu'il y a noté sur la page 34. Alors, Là, c'est écrit sur le cahier ce qui est sur... maintenant je suis en train d'écrire. C'est ça qui est difficile de faire des tours de magie avec des militants, c'est qu'en fait ils cherchent pas la magie, ils veulent trouver le truc. Ils aiment pas être arnaqués ce genre. Je vais vous laisser, j'ai posé le marqueur, je ne peux plus rien marquer, me donner ce qu'il a noté à la page 34. Les premiers mots de la page 34. Vous êtes témoin? Suspense. Tentative de suicide. Wow. Alors, certains ont l'astuce, peut-être. Alors, ça fait toujours 34. Alors, pour ceux à qui on dit entre 1 et 4, 10, c'est plus dur, mais... Je suis désolé. Quoi? C'est vrai, j'avoue, je suis désolé. Mais en tout cas, ça fait toujours 34. Et donc en fait, l'arnaque, elle n'est pas sur les mots, l'arnaque, elle est sur les chiffres. Et celui qui maîtrise les chiffres maîtrise toujours au bout du bout. Vous êtes dans une entreprise, vous bossez dans un resto. Si vous êtes un cuistot qui savait juste très bien faire à manger, à la fin du mois, on vous donne un salaire, vous êtes content. Si vous êtes cuistot, mais que vous savez exactement ce que vous mettez de viande, de légumes, d'huile, de beurre dans chaque assiette, combien elle est revendue de l'autre côté de la salle, vous savez combien de marge vous rapportez au restaurant. Et donc à la fin du mois, c'est pas exactement la même négociation qui se passe. Je vous parle de chiffres. On parle d'économie. Il y a bien un chiffre qu'on connaît tous en économie. Un chiffre dont on parle tout le temps. PIB. Alors, c'était pas celui-là, mais on n'est pas loin. Alors, on va essayer de le trouver tous ensemble. On est un public, c'est... Faut s'accrocher. Hein. Alors, on va voir ce qui vous vient naturellement. Je vous dis que la France doit faire des efforts parce qu'elle doit absolument renouer avec la... Amen. Qui, ici, a déjà entendu ou pensé, mais vu le public surtout, entendu que la croissance était quelque chose de vital pour toute économie? Qui a déjà entendu ça quelque part? Toutes les mains se lèvent. Qui ici sait exactement comment est calculée la croissance? Ok, donc 2 mains, dont 2 personnes qui ont déjà vu le spectacle. Donc, on est d'accord qu'en fait, le postulat, c'est qu'on nous dit toute la journée qu'il faut faire des sacrifices pour obtenir un truc. On ne nous dit pas ce que c'est. Ça sent un peu, hein? Alors, la croissance, ça vient d'où? Si vous allez dans une boulangerie, que vous achetez une baguette de pain à 1 €, et que cette baguette de pain à 1 €, si on cumule l'eau, la farine, le levain, l'électricité et autres, ça nous a coûté en tout 60 centimes. La valeur ajoutée créée par le boulanger dans la baguette, elle est de 40 centimes. Si j'additionne la valeur ajoutée de toutes les baguettes de la boulangerie, de tous les croissants, de tous les pains au chocolat, de toutes les brioches aux pralines, je vais arrêter, je vais vous donner faim. Si on additionne tout ça, on obtient la valeur ajoutée de la boulangerie. Une fois qu'on additionne la valeur ajoutée de toutes les boulangeries du pays, des sommeliers, des agriculteurs, des commerçants, des restaurateurs et de tous les acteurs du pays, on obtient le produit intérieur brut ou PIB. Et quand on calcule l'augmentation du PIB, on obtient la croissance. Mais déjà, on va se poser une seconde sur le PIB. À votre avis, la France, elle est classée combien dans le monde en PIB? 5. Alors, avec l'Inde, on se touche un peu, donc des fois 6, des fois 7. États-Unis, je ne donne pas dans l'ordre. États-Unis, Chine, Allemagne, Angleterre, Japon, Inde, sont les pays qui ont un PIB supérieur à la France. Tous les autres pays du monde ont un PIB qui est inférieur.
Ça veut dire quoi? Il y a à peu près 200 pays dans le monde. Alors, vous allez me dire, le gars, il nous fait une conférence, il est censé avoir bossé, il nous dit à peu près 200 pays, c'est pas combien de pays dans le monde. Mais c'est parce que c'est pas si simple que ça, savoir ce qu'il y a, le nombre de pays, parce qu'il y a des zones où on se pose la question. La Palestine, c'est un pays ou pas? Oui. Le Tibet... Alors... Je veux changer le public. Le Tibet, c'est un pays ou pas? Oui. La Bretagne, c'est un pays ou pas? Oui. Enfin, tout ça pour vous dire, à peu près 200. À peu près 200 pays dans le monde, et on est 7e sur 200. Donc quand on nous dit, il n'y a pas assez d'argent pour payer les retraites, il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas assez d'argent pour l'éducation, il n'y a pas assez d'argent pour le fric fou qui part dans les aides. Et bien sinon on n'a pas assez d'argent, il y en a quand même pas mal qui sont dans la merde. Hein. Mais le plus drôle avec ça, c'est pas le PIB, c'est la croissance. Pour bien comprendre la croissance, on va prendre un exemple. Prenons deux personnes, Pierre et Marie. Alors, Pierre va toucher en 2021 10 000 € par mois. Marie, elle, est à 200 € par mois. Alors, je dis pas que c'est bien, mais disons qu'en fait, l'objectif de ce petit moment, c'est de vous dire qu'il y a de nombreux conférenciers gesticulants qui vous expliquent pourquoi ça arrive comme ça et comment il faut changer les choses. Allez voir nos camarades qui font des conférences sur... Voilà, toujours un peu de marketing, ça fait pas de mal. En 2022, Pierre est à 10 000 €, Marie à 400 €. Honnêtement, dites-moi honnêtement, qui veut... Je vous propose d'avoir la fiche de paye de l'un des deux. Qui veut la fiche de paye de Pierre? Levez la main. Qui veut la fiche de Pierre de Marie? Eh ben les trois qui ont levé la main, vous êtes des bons. Les autres, vous êtes des moldus. Regardez Pierre, il a combien de pourcents de croissance? Zéro, ça n'a pas bougé, c'est la crise, c'est le tiers-monde. Marie, 100%, on est bien là. Bah oui, la croissance, c'est même pas est-ce que vous avez gagné assez d'argent cette année, c'est est-ce que vous avez gagné plus par rapport à l'année dernière. C'est comme si vous prenez vos enfants, dites viens ici, Mathéo, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, moi. T'es à 19 de moyenne. L'année dernière, t'étais à 19 de moyenne. Regarde ton frère, il est passé de 4 à 6. Prends exemple sur lui, s'il te plaît. C'est ça, la croissance. Et le plus drôle, c'est qu'en plus, en France, on a un système qu'on caractérise, enfin qu'on qualifie d'amortisseur social. C'est-à-dire que quand il y a une crise en France, elle est moins violente. J'ai dit moins violente. Mais, hey, grâce à qui, hein? Bon, je vais pas vous faire le CNR et tout, mais... grâce aux allocations chômage, aux aides à la sécurité sociale, en 2008, quand le système s'est écroulé, les pays ont eu un PIB qui a fait ça, et nous, il a fait ça. Et ce qui s'est passé les années d'après, c'est que ceux qui étaient tout en bas, ils sont remontés, et donc on a compté qu'ils avaient de la... Alors que nous, on est resté au bon niveau parce qu'on n'est jamais descendu, on disait « Ah, vous avez vu la croissance qu'on a par rapport aux Allemands ?» Et il est en train de se passer à peu près la même chose avec le Covid. Donc, toujours faire attention, cet indicateur, il est pas bon. Enfin, il est pas bon. La croissance peut aider. Elle nous dit, est-ce qu'on a augmenté les richesses dans le pays? Et c'est super. Ah, j'ai oublié aussi, un petit point de détail quand même sur le PIB. C'est que le PIB, ça mesure le marchand. Bon, une table. Donc Thierry va couper du bois, prend son bois, coupe le bois, fabrique une table, il la met dans son salon. Il a fabriqué combien de PIB? Zéro. Que dalle. Evelyne va chez Ikea, elle achète une table. Est-ce qu'il y a du PIB qui a été créé? Oui. Donc, à un moment, et pourtant les deux à la fin, ils ont une table. Mais l'économie marchande est comptée dans le PIB. Et ça va tellement loin que dans le cadre des normes européennes, on a commencé à compter plus large. Par exemple, pour ce qu'elle est sur l'Italie et l'Angleterre, on a commencé à compter l'économie souterraine.
Donc aujourd'hui, un jeune qui arrête la drogue, c'est une très mauvaise nouvelle. Hein? Ne fabriquez plus vos tables vous-même, achetez-les. Ne gardez plus vos enfants, demandez à des gens de les garder pour vous. Ne faites plus l'amour à la maison, demandez à des professionnels. Alors, je suis méchant parce qu'en fait, la France, dans une volonté de, on va dire, d'éthique, a décidé que non, la prostitution, il ne le compterait pas. Mais la drogue, oui. Je vous laisse débattre entre vous. Mais la croissance, le PIB, ça nous dit des choses, c'est vrai, mais si on prend que cet indicateur, on n'arrive pas à s'en sortir. Et on fait les mauvais choix. Et on va faire ensemble une petite expérience dans le domaine du choix. Je vais demander à un ou une volontaire de venir. Ah, quelqu'un s'est levé. La personne qui a désigné l'autre du doigt. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Je vais vous demander un choix. Bonjour. Alors, votre prénom? Jérémy. Jérémy. Je prends les notes sur les prénoms de gens. Je vais vous demander un nombre entre 5 et 10. Je peux faire 14 ou... 10. Entre 5 et 10. Ah, entre les deux. Ouais, entre les deux. Bah, 9. 9. Je vous laisse poser la main comme ça. 3. 6. Et 9. Je vous laisse regarder la 9e carte. Vous la regardez, vous la montrez à tout le monde. Alors, j'utilise des grosses cartes. Officiellement, c'est pour que le public puisse bien voir. Il fait ça super bien. Je cherche un assistant. Allez, je vous laisse mettre la carte dans le paquet. Et celle-là? Tout. Là, c'est tout, voilà. Et là, alors, on va se décaler un peu pour que tout le monde puisse voir. Vous coupez. Si vous coupez pile à votre carte, on est d'accord, c'est énorme. Le public est en folie. Tout le monde se lève, standing ovation. Ok? Ah non, faut pas, je Vous la montrer, ouais? Non. On retente. Deuxième fois, si vous y arrivez, c'est pas mal du tout. On paye la tournée. Non. Allez, troisième fois, si vous y arrivez, c'est acceptable, je me fais pas virer. Oh, il est gentil. Non. Bon, alors, les grosses cartes, ça marche pas des masses. Ce que je voulais vous demander, c'est de me tenir ça pendant que je vais chercher une petite. Merci beaucoup. Alors, en fait, bon, il y a plusieurs trucs de magicien là-dedans. Déjà, la première astuce du magicien, c'est de faire croire qu'il a raté son tour pour le faire plus facilement. Comme la première astuce du capitaliste, c'est de faire croire qu'il s'occupe de la planète ou insérer ce que vous voulez pour s'en sortir plus facilement. Mais au-delà de ça, on peut quand même se poser la question, je veux dire, enfin, comment j'ai fait? Je veux dire, j'ai pas planqué 52 cartes géantes dans la salle au cas où. Donc soit j'ai deviné que Jérémy allait me dire 9, soit je l'ai poussé à me dire 9. En économie, enfin en magie, on a 3 obsessions: comprendre les choix, anticiper les choix, manipuler les choix. Et en économie, on a 3 obsessions: comprendre les choix, anticiper les choix, manipuler les choix. Et en plus pour moi, alors, franchement le choix pour moi c'est l'angoisse. C'est-à-dire que je vais à la boulangerie, croissant, pain au chocolat, il y en a pour 2 heures. Toutes mes études ça a été pareil. C'est-à-dire que j'ai fait seconde. Ensuite, on m'a dit, tu veux faire quoi? Je fais, je sais pas, il y a quoi? Tu peux faire une voie professionnelle où tu choisis un métier, une voie technologique où tu spécialises dans un domaine, ou général où tu choisiras après. Général, c'est pas mal. Et puis ensuite, après ça, j'ai fait des études. J'ai fait des études supérieures où j'ai choisi école de commerce. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, ça peut faire plein de choses, tu choisiras après. Et on en parlera plus tard. Mon premier métier, je l'ai choisi pour choisir après. Je vous parle de choix, je vous parle d'Harry Potter. Les fans d'Harry Potter pensent peut-être à une scène mythique. Je suis assis sur une chaise, ça vous dit rien? Le scène du choix-peau magique. Alors normalement c'est un chapeau de sorcier, mais c'est un spectacle à petit budget. Donc je vous fais la scène du choix-peau. En fait, Harry Potter et tous les élèves qui vont dans l'école s'assiedent sur la chaise, ont le chapeau sur la tête, et le chapeau les aide à choisir une des 4 maisons.
Dans Harry Potter, il y a 4 grandes maisons, avec 4 façons de vivre, 4 façons de vivre, 4 façons de voir le monde, 4 façons d'étudier, et le Choixpeau les aide à choisir la maison qui leur correspond. Et bien c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous présenter les 4 grandes maisons de l'économie. Je vais essayer de jouer les Choixpeaux avec vous. Et j'espère qu'à la fin de la soirée, vous saurez quelle maison vous correspond. Ou au moins, vous saurez qu'il y en a plusieurs, contrairement à ce que certains disent. On commence tout de suite avec les kings du game, les patrons. Dans Harry Potter, il y en a, dès qu'il se passe un truc cool, c'est eux qui le font, c'est eux qui gagnent tout le temps. J'ai entendu dans le public... Gryffondor. Alors, les patrons en économie, ceux qui ont réussi à écraser tous les autres, ils sont tenus par ce gars-là. Est-ce que vous savez qui est ce gars-là? Adam Smith, ou Adam fucking Smith. Ce type a eu plus d'influence sur notre vie que des gens comme Jésus ou Patrick Sébastien. En fait, Adam Smith, c'est un philosophe des Lumières qui... C'est pas qu'il a étudié l'économie, c'est qu'il a inventé la matière. Rien que ça. Il a inventé la matière. Alors, si je devais vous résumer la pensée d'Adam Smith, je le ferais avec des citrons. Nous produisons des citrons, et le citron est à 1 €. Le mojito arrive à la mode, tout le monde veut des citrons. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde veut des citrons? Le prix du citron, il augmente. Et à côté de ça, il y a des types qui faisaient des pommes, qui faisaient des oranges, qui faisaient autre chose, ils coupent leurs pommiers, ils mettent à la place des citronniers, donc le nombre de citrons, il augmente aussi. C'est l'idée. Et si jamais on arrête les mojitos pour boire, je sais pas moi, du whisky ou des Aperol Spritz, plus besoin de citron, donc le prix du citron, il baisse, et les gens arrêtent de produire des citrons pour produire des oranges à la place. L'idée, c'est qu'en fait, grâce à ce système, les personnes vont là où il y a de l'argent, ce qui régule le prix derrière, et donc grâce à ce système de marché, on produit la bonne chose dans le bon volume. Il faut nuancer un petit peu tout de même. C'est-à-dire qu'Adam Smith pose un nombre de conditions, il pose que 5 conditions, mais des conditions un petit peu irréalisables, et pour lui c'est un exercice intellectuel pur. Il dit il faut que tout le monde soit informé de tout. T'as rien que les citrons pour savoir comment ils sont fabriqués, c'est un enfer. Je sais pas si vous avez vu la news là, il y a des oranges non véganes qui viennent d'arriver en Angleterre, parce qu'elles sont faites, elles sont recouvertes de cire d'abeille. Même si savoir si une orange est végane ou pas, c'est galère, vous comprenez la difficulté. Mais Adam Smith, il pose les bases d'un système. Ce qui se passe, c'est qu'après Adam Smith, il y a des gens qui ont pris ça au premier degré. Et ça amène plusieurs choses. Ça amène d'abord greed is good. Ça amène le fait de se dire que c'est parce qu'on cherche l'argent qu'on fait la bonne chose dont les gens ont besoin. Donc, d'après cette philosophie, c'est les intérêts individuels qui créent l'intérêt collectif. Si vous faites de l'argent, c'est que vous êtes utile. Vous ne savez pas à quoi, mais dès que vous faites de l'argent, vous êtes utile. Deuxième chose, le marché est quelque chose de très délicat, qu'il ne faut pas toucher. Donc surtout pas d'intervention de l'État. Ça a été très utilisé, et très pratiqué, et très apprécié. Alors moi, perso, Gryffondor à fond, pendant mes études. Quand quelqu'un vous dit, si tu fais de l'argent, c'est que t'es utile, on se dit, super, je vais avoir le beurre, l'argent du beurre, et la crémière va être sympa. À la fin de mes études, d'ailleurs, je savais pas quoi choisir, donc je me suis dit, je vais choisir un métier qui me permet de choisir plus tard. Je suis devenu briseur de ménage économique, ou chasseur de tête. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, vous travaillez pour L'Oréal, ils ont besoin d'un nouveau directeur marketing, vous allez piquer le directeur marketing de Chanel pour l'envoyer chez L'Oréal. Et on est vraiment comme un briseur de ménage, c'est-à-dire qu'on les appelle, à ce moment-là ils répondent, ils disent je vais fermer la porte pour que mon employeur ne nous entende pas. On prend des petits rendez-vous en catimini dans des bars d'hôtel entre midi et 2 ou 5 à 7. Et pour le coup j'étais utile parce que quand on prend un gars d'une boîte pour le mettre dans une autre, on transfère du savoir-faire et de la valeur, mais on prend 20% de son salaire annuel pour le cabinet de recrutement, ou 25%. Donc on génère de l'argent. Donc si on génère de l'argent, c'est qu'on est utile. Ce boulot-là, moi c'est pas une question d'être utile, déjà je me dis, je sais pas ce que je veux faire. Si je suis chasseur de tête, tous les jours je vais rencontrer des gens qui font plein de métiers différents. Et au bout d'un moment, je vais croiser un gars, et je vais me dire je veux la même vie que lui, et puis je ferai en sorte de faire ce boulot-là. Ça n'a pas vraiment marché, mais on en reparlera plus tard. Autre chose qui m'a marqué dans ce métier-là,
bah, c'est que ça avait de la gueule, quoi. Tout le monde costard 3 pièces, des moquettes. Comme ça, les bureaux, petite rue perpendiculaire aux Champs-Élysées dans un ancien hôtel particulier, open San Pellegrino pour tous les salariés, servi par un ancien maître d'hôtel du Sofitel, avec les gants blancs, le veston et autres. Et puis on voyait on va dire entre guillemets, des grands de ce monde. Je dis grands parce que comme ils avaient un gros salaire, c'est qu'ils étaient utiles. Et puis en plus, pour le coup, moi je pensais venir de la classe moyenne. On en reparlera aussi. Je pensais venir de la classe moyenne et là je rentrais dans un autre monde, quoi. Je rentrais dans un autre monde qui n'était pas le mien. J'étais comme un fou. J'étais comme un fou et je me dis je vais jamais être intégré dans ce monde-là. Et là j'ai eu un coup de bol. Là j'ai gagné à la loterie. J'ai gagné à la loterie sociologique puisque j'avais un élément qui m'a permis de m'intégrer dans ce monde qui n'était pas le mien. C'est mon prénom. Je m'appelle Béranger. Alors, Béranger, quand j'étais petit, on se foutait de moi à l'école, parce que c'est pas courant comme prénom. Quand j'étais plus grand, c'était plus compliqué. Puis après, pendant les études, on m'a dit « Ah, tiens, Béranger, c'est sympa, j'en connais d'autres. T'as fait quel rallye ?» Je sais pas si vous savez ce que c'est un rallye ou pas. Alors, le rallye, j'ai découvert ça. L'idée, c'est que quand vous êtes dans une famille de la haute, pour chacune de vos filles, vous devez organiser une soirée qui permet aux jeunes du même lignage de se rencontrer, de se reproduire ensemble. On est plus sur de l'élevage que de la soirée festive, en fait. Et pour le coup, voilà, ils pensaient que je venais de là, parce que par accident, j'avais un prénom de grand bourgeois. Quand on me demande pourquoi je m'appelle Béranger, il y a 2 explications. Officielle, officieuse. Officiellement, Béranger est évidemment une référence au chef du théâtre absurde, Eugène Ionesco, qui dans chacune de ses œuvres met un Béranger, symbolisant l'homme qui fait passer ses principes, son individualité et voire son anarchisme contre son confort personnel et la convention. Officiellement, ma mère est tombée amoureuse d'un troubadour dans un téléfilm du dimanche après-midi, téléfilm allemand. Je suis passé à ça de m'appeler Gunther, pour le coup. Mais pour le coup, ça m'a aidé. Alors, vous allez me dire, il se fout de ma gueule, ça ne sert à rien les prénoms, ça ne change rien, et ben, démontrons-le. Alors, je vais chercher mes petits chiffres. Il y a un moment dans la vie où on passe tous devant l'administration française, où il connaît notre prénom, et où il peut dire quelque chose sur notre avenir. Est-ce que vous avez ce moment en tête ? On est très nombreux à l'avoir vécu. J'ai plus les stats, je crois que c'est 86% d'une année à chaque fois. Le baccalauréat. Bah oui, parce que le baccalauréat, ils ont votre nom, votre prénom, votre résultat. Et il y a un sociologue qui s'amusait à compiler tous les résultats du baccalauréat par prénom. Vous pouvez le trouver sur internet, vous pouvez faire par année, etc. Vous pouvez mettre votre prénom et vous pouvez voir si votre prénom est plutôt au-dessus, en dessous de la pile. Il fallait que je prenne un chiffre. Je me suis dit, on tape dans le haut du panier, on va prendre les mentions très bien. Meilleur prénom d'après vous ? Garance. Garance. L'année que j'ai pris, 25% des Garances avaient une mention très bien au bac. 25%. Alors que les Steven, 2%. Si vous voulez une mention très bien, vous pouvez prendre 4 Garances ou 50 Steven. Voilà, le cours n'est pas le même. Alors, si on prend les prénoms dans l'ordre, Garance, 25%. Alors, en dessous, on a Adèle, Alix, Apolline, Héloïse, Joséphine, Constance, Blandine, Eugénie, qui sont que des prénoms qui ont plus de 20% de mention très bien au bac. Et les féministes sont en train de spoiler ce qui se passe après. Parce que oui, effectivement, il n'y a que des filles. Et vous allez constater que dans les pires prénoms, il n'y a que des garçons. Les prénoms qui ont les moins bons résultats au bac: Steven, Ryan, Tony, Ryan, Jordan, Dylan, Christopher, Brian. Quelqu'un a remarqué que Ryan avait été dit 2 fois, parce que c'est Ryan avec un A et Ryan avec 2 A. Et tous ces prénoms sont entre 2 et 3% de mention très bien au bac. Alors oui, on remarque des phénomènes. Déjà, les filles ont de bien meilleurs résultats au baccalauréat que les garçons. Alors, je ne vais pas lancer dans une explication des raisons, parce qu'il y a beaucoup d'études sociologiques qui essayent d'analyser ce phénomène et qui essayent d'expliquer pourquoi les filles sont meilleures que les garçons jusqu'en terminale et pourquoi après, et ben en fait c'est pas qu'elles sont pas meilleures, mais c'est qu'elles n'essayent pas. Oui, mais disons que
si je dois partir dans le conditionnement de genre, déjà, peu de ma légitimité, et la conférence va être un peu plus longue. Mais oui, c'est un sujet de fond qui mérite d'être creusé. Et là, on a la preuve que au moment où on fait tous le même programme de façon égalitaire, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Ça permet de méditer pas mal de choses pour la suite. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est des prénoms qui ont une consonance sociologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se mentir que de penser qu'appeler votre fils Steven, ça va baisser ses résultats à l'école, ou de l'appeler Garance, ça va augmenter. C'est juste que les gens qui appellent leur enfant Garance sont souvent des gens qui vont amener leurs enfants au musée, vont avoir une bibliothèque à la maison, vont payer des cours particuliers, vont comprendre ce qu'il y a en cours pour pouvoir aider leurs enfants, vont aussi leur donner l'exemple de ce que ça permet dans la vie d'avoir des bons résultats, etc. etc. Et sur d'autres prénoms plus compliqués. Alors, on voit que principalement, c'est des prénoms à consonance anglo-saxonne. Donc, je remercie ma mère de ne pas avoir regardé des séries américaines le dimanche après-midi. Alors, et en fait, le fait de mélanger causalité et corrélation, de dire que ce serait le prénom qui change, c'est une erreur statistique courante qui pose des problèmes dans beaucoup de sciences. Ce qu'on appelle, alors, quand on veut se la raconter en latin, ergo hoc propter hoc, en français, l'effet cigogne. Pourquoi ça s'appelle l'effet cigogne? Parce qu'en fait, c'est dans les villes où il y a des cigognes qu'on a le plus de bébés. Donc, c'est que les cigognes amènent les bébés. Autre exemple qui m'a beaucoup fait marrer, il y a quelques années de ça, beaucoup d'articles dans de la presse très sérieuse, Le Monde, Le Figaro, etc., disaient « le chocolat rend intelligent ». Et ils se basaient sur quoi? Il y avait un graphique qui démontrait que les pays où on consommait le plus de chocolat étaient les pays où il y avait le plus de prix Nobel par habitant. C'est pas que le chocolat rend intelligent, c'est que dans les pays où on a les moyens de se payer du chocolat, c'est peut-être les pays où on a le plus de moyens de financer les études. Autre que j'aime bien, l'endroit le plus dangereux du monde, ce serait un lit, parce que c'est là où les gens meurent plus souvent. Et mon préféré, une étude a démontré qu'on avait 10 fois plus de chances d'avoir mal à la tête quand on se couchait avec ses chaussures. Ce ne sont pas les chaussures qui empêchent la circulation sanguine, c'est juste que le fait de se coucher avec ses chaussures et d'avoir mal à la tête le lendemain, il y a une cause commune. Il y a un bar fort sympathique à côté, on pourra faire l'expérience tous ensemble après. Mais voilà, c'est mauvais diagnostic, on a les erreurs. Autre exemple de mauvais diagnostic erreur, on confond corrélation, causalité. Nos amis les classiques, les néoclassiques, ils pensent souvent, ils nous disent souvent, l'entrepreneur, ce magicien crée des emplois. Prenons un exemple tout bête de deux entreprises fictives, Maple et Samplung. Je veux pas de procès, moi. Donc Maple, en 2021, fabrique 100 téléphones et Samplung aussi. Ils ont tous les deux 100 salariés. Donc ça, c'est 2021. En 2022, Maple, ils font du marketing, ils sont trop bons, ils vendent 150 téléphones. Pour ça, à votre avis, est-ce qu'ils vont avoir besoin de 150 salariés? Non. Allez, on va dire 120. Il en faut quand même un peu plus. Mais plus on fabrique de téléphones, moins il faut de monde. Alors, question, à votre avis, est-ce que Samplung va vendre combien de téléphones après? 50. Pourquoi? Tout simplement, alors, imaginons, parce que là, ils en fabriquent plus, ça devient moins cher, mais si jamais le prix du matelas était divisé par 15, là, aujourd'hui, vous stockez combien de lits chez vous? Si le prix du papier toilette diminue, est-ce que vous chiez plus? Non, et au bout d'un moment, on répond aux besoins. Tout le monde a son téléphone, donc on en vend 50 chez Samplung, et on va avoir, par exemple, je sais pas moi, 50 salariés pour fabriquer les 50 téléphones. Donc nos amis de Maple, ils arrivent tout fiers, ils disent, vous avez vu, on vend plus, on a fabriqué 20 emplois. Sauf que quand on regarde toute l'économie, ils en ont détruit 30. Question de vision, de point de vue. Alors attention, il faut nuancer. Parce que déjà, l'entrepreneur, il peut créer de l'innovation, qui peut être utile. Genre, l'inventeur de la ceinture de sécurité, on est plutôt content. Les AirPods, peut-être moins utiles, mais voilà. Et à côté de ça, si on réfléchit à l'échelle d'un pays, ça peut être positif. Parce que Samplung, c'est des Coréens, enfin, entreprise fictive qui sera en Corée, et Maple, c'est des Américains. Donc à ce moment-là, effectivement, à l'échelle des États-Unis, il y a 20 emplois qui ont été créés,
pour 50 détruits en Corée. Si Apple fabriquait ses téléphones aux États-Unis. Mais bon. Alors, donc, on a limite des néoclassiques, des Griffons d'or qui s'écroulent un petit peu. C'est-à-dire que c'est les dominants, hein. Mais il y a des choses, on peut se dire, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. J'ai pas été Griffon d'or toute ma vie. Il y a un moment, je me suis posé la question de faire autre chose. Et même si j'ai changé de boulot, il y a des réflexes de chasseur de tête qui sont restés. Déjà, un amour du costume. Voilà, que je porte même dans des circonstances pas du tout adaptées. Une addiction à la San Pellegrino. Et un réflexe. Quand je croise quelqu'un, je lui pose encore toujours les 3 mêmes questions. Tu fais quoi dans la vie? T'es sûr que tu veux pas changer? Tu touches combien? La 3e question en société, elle passe pas toujours. Honnêtement. Elle passe pas toujours. Et pourtant, ça... Enfin, ici, qui pense faire partie de la classe moyenne? Ok. Ouais, donc on a une bonne partie. Parmi ceux qui lèvent pas la main, est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il n'y a pas de classe moyenne? J'en ai marre de faire des trucs avec les gens qui connaissent la suite. Quoi? Et ben, on a une... Bon, on va voir la représentation, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on se représente un truc et on a très peu de vision. Parce que, comme vous parlez jamais de votre salaire, je veux dire, c'est pas un sujet qui arrive souvent. Vous savez pas si vous touchez plus, moins, autant. Et vous savez même pas si vous touchez plus, moins, autant que quelqu'un qui fait la même chose que vous. Voire plus ou autant quelqu'un qui fait la même chose que vous dans la même boîte. Il y a une boîte que je ne citerai pas, IBM, qui avait 2 salariés qui faisaient le même boulot. Même boulot, il y en a un qui touchait 80 000 € par an, l'autre qui touchait 40 000 € par an. Alors, pour être tout à fait exact, c'était 2. C'était 2 femmes. Mais l'idée, c'était que... Je voulais pas genrer le propos parce que là, il n'y a pas de lien avec... Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en avait une qui, à chaque fois, entretien d'embauche, elle vous dit, je touche tant, je sais que le marché est à tant, je vois l'écart, je veux récupérer ce qui me manque. Parce qu'elle en parlait, parce qu'elle posait la question, parce qu'elle se comparait. L'autre, pendant l'entretien, quelles sont vos prétentions salariales? À votre avis, je mérite combien? Eh oui, mais c'est ça. Et Nadège et Martine travaillent ensemble dans la même boîte, font le même boulot. Si Nadège et Martine ne parlent pas ensemble, Nadège elle touche 3000, Martine 1005, il se passe rien. Si elles discutent, qu'elles comparent leur salaire, je vous assure que Martine, elle va débarquer dans le bureau du patron et puis ça va swinguer. Hein. Alors, on va passer un moment un peu particulier. Je vous laisse échanger entre vous sur vos niveaux de salaire et puis on va voir ensemble si vous faites partie de la classe moyenne, supérieure en termes de salaire. Alors, ce sont des stats INSEE de 2019. J'utilise une anti-sèche. Et ça ne concerne que les personnes qui travaillent. J'ai choisi 2019 parce que on est dans une période où niveau salaire, c'est un peu... il va se passer des choses, je pense, après la crise qu'on a vécue. Alors, à votre avis, le 50%. 50% des gens touchent plus, 50% des gens touchent moins. On le met à combien? Parmi les gens qui ont un travail. Alors, j'ai un emploi, excusez-moi. 2000. 1800. Tu parles en brut? Net. Net. Je prends le net parce qu'il parle plus facilement en fait. Même si ce que certains appellent les charges sociales, c'est du salaire indirect sous forme de prestation, le net parle plus facilement parce que vous le voyez arriver sur votre compte en banque. Avant prélèvement à la source, effectivement. Puisqu'en fait, l'impôt sur le revenu ne dépend pas que de ce revenu-là, mais d'autres revenus, donc on ne pourrait pas comparer. Ah, j'ai des techniciens aujourd'hui. Donc, 1940. Quand vous êtes à 1940, il y a autant de gens parmi les employés du secteur privé sous format salariat qui touchent plus que les gens qui touchent moins. Classe populaire, c'est-à-dire, alors il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, 30%, vous faites partie, il y a 70% des gens qui touchent plus que vous, c'est ça à combien? 1003. Non.
Donc, si jamais vous êtes en dessous de ça et que votre employeur vous dit qu'il vous paye bien, c'est peut-être le moment. C'est quoi ça? Les 30%? C'est les 30%. En fait, vous êtes les 30% avec les salaires les plus bas parmi les travailleurs salariés CDI. Quand tu gagnes 1600, tu as 70% des employés qui gagnent plus que toi. Voilà. Bien, il est. C'est en France, France. 70%, alors là il y a 30% qui gagnent plus, 70% qui gagnent moins, donc on commence à parler de classe aisée, on est à combien là? 90%, là on commence à être bien, ça veut dire que vous faites partie des 10% les mieux payés parmi les gens qui ont un CDI, qui sont salariés, donc on compte pas, non mais, vous voyez ce que je veux dire? Je parle que du privé, on est d'accord. Oui. Oui. Et les riches, enfin les très très riches, 9103. Alors, déjà, on voit plusieurs choses. C'est-à-dire que quand il y a des manifs de certains métiers, imaginons, je sais pas, moi les médecins privés. Alors, je pensais les métiers plutôt là. C'est-à-dire quand les médecins privés qui sont sur des moyennes de salaire entre 6 7 000 euros net, disent qu'ils ne touchent pas assez, bah, le problème c'est qu'il n'y a plus trop de barreaux sur l'échelle. Donc il faudrait monter toute l'échelle. Pour le coup. Il y a une autre question qui se pose, c'était pour la suite, mais je le dis, il y a peut-être une question à se poser sur le ratio entre utilité d'un métier et rémunération. Alors médecin c'est pas le bon exemple, parce que c'est un métier qui, pour le coup, on voit l'utilité tout de suite et c'est bien rémunéré. Mais il y a d'autres boulots où on peut se poser la question. Directeur marketing chez Marlboro. Chasseur de tête? Chasseur de tête. Très clairement. J'ai toujours pas trouvé. J'ai vu qu'il y avait de l'argent, mais j'ai toujours pas trouvé l'utilité du truc. Mais Les élus de... Les élus. Ministre. alors les élus, ils sont pas considérés comme salariés. On rentre dans des trucs techniques qui sont en dehors du... Parce que un élu, il n'est pas censé toucher un salaire pour une rémunération, pour un travail effectué. On est sur une autre démarche. Là. Du pognon pour le détour des potes. C'est le sujet d'une autre conférence gesticulée qui vous sera proposée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre système, il répartit peut-être pas très bien l'argent. Parce que si jamais on venait à faire la moyenne du PIB, si vous prenez une calculette, que vous faites les 2100 milliards de richesses produites dans le pays et que vous divisez par les 70 millions de Français ou les 30 millions d'actifs, donc de personnes qui sont en âge d'être sur le marché de l'emploi, parce qu'à 3 ans, vous ne produisez pas, et à 70, j'espère qu'on ne vous demande plus de le faire. En tout cas dans la production marchande. Donc, j'aime bien ces participatifs. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'il peut y avoir une problématique de répartition, parce que si on regarde tout en haut, il y a peut-être des gens qui prennent beaucoup de richesses. Bernard Arnault, notre premier richesse de France, il a combien de patrimoine? Non. Alors, j'ai vérifié avant, juste là, 166. Si c'était un pays, il serait devant la Hongrie. Si Bernard Arnault était un pays, ce serait le 57e pays du monde sur 200. Écris-le le chiffre. 166 milliards de patrimoine pour notre ami Bernard. Ouais. Ah, si je fais tous les zéros, ça va jamais rentrer. Mais voilà, si c'était un pays, ce serait le 57e devant la Hongrie. Donc on est sur quelque chose d'assez costaud. Et il y a justement une maison qui se dit que c'est un problème, ça, qu'il faut le régler. Et cette maison, alors, lui, c'est un copain qui vient plus tard. Il y a une maison en fait dans Harry Potter, Serre d'Aigle. Alors d'ailleurs, s'il y a des linguistes, il faudra qu'on m'explique comment Ravenclaw est devenu Serre d'Aigle en français, mais Serre d'Aigle, Ravenclaw, si on traduit, ça veut dire serre de corbeau. Et en français, c'est devenu Serre d'Aigle. Ou griffe de corbeau, ou mais bon.
En tout cas, Serdaigle dans Harry Potter, c'est la tempérance, c'est ceux qui créent les bibliothèques magiques, c'est les sages, c'est ceux qui trouvent le gentil compromis qui va bien. Et en économie, leur représentant, c'est Keynes. Alors Keynes, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, déjà, il y a un décalage entre sa vision du monde qui est assez dans le compromis, très soft, et sa vie qui est plus proche de celle de la rockstar. Puisqu'on est quand même quelqu'un qui a été conseillé en période de grosse crise vis-à-vis de gouvernement pour trouver des solutions. On est sur quelqu'un qui a caché son homosexualité et qui a épousé une danseuse du Bolchoï russe pour lui permettre de quitter le pays. Et toute la vie de Keynes est un petit peu comme ça, et ce qui est un peu paradoxal par rapport à sa vision un petit peu orthodoxe. Alors, Keynes dit quoi? Il dit c'est bien qu'on produise de façon privée, c'est bien l'histoire du prix avec le citron, c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que des fois, la richesse elle n'est pas super bien répartie. Donc il faudrait peut-être qu'on corrige pour que ça se passe mieux. Et voyons si corriger a des aspects positifs en reparlant de nos deux amis, Pierre et Marie. Alors, on est d'accord, notre ami Pierre, il touchait 10 000 euros. Si Pierre a 10 000 euros, à votre avis, il consomme combien? Il épargne combien? Il épargne beaucoup. 90%. Pas sûr. 50%. Ah, sur 10 000 euros. Allez, vous dites, allez, il consomme 5 000, il épargne 5 000. Bah oui, mais il achète des trucs. Il épargne ou il investit. L'investissement est une forme d'épargne. Marie, elle a 400 euros. Elle va consommer combien? 400. Alors, j'en ai toujours un qui me dit 800. Et c'est vrai, des fois, il y a une épargne négative. Au coup, c'est pas faux. Et elle épargne 0. Donc, imaginons que je prenne 1000 euros à Pierre et que je les donne à Marie. Donc, notre ami Pierre, maintenant, il a que 9000. Sur les 9000, il consomme combien, à votre avis? Toujours 5000. Keynes appelle ça la loi psychologique fondamentale. Il nous dit qu'en gros, l'épargne, c'est ce qui reste après la consommation. Et quand votre revenu diminue, vous baissez votre épargne par votre consommation. Et donc, il va épargner 4000 euros. Marie, qui a 1400, elle consomme combien? 1400. 1400, on est d'accord. Hein. Et donc, elle épargne 0. Donc, ce qui veut dire que notre ami, quand on a pris 1000 euros à Pierre pour les donner à Marie, on a transformé 1000 euros d'épargne en 1000 euros de consommation. Si on est dans une logique où on trouve que la croissance c'est bien, ça veut dire que ces 1000 euros, ils vont être consommés par Marie. Pour que l'objet que Marie achète à 1000 euros soit fabriqué, il va falloir employer des salariés, des salariés qui vont toucher un salaire. Ce salaire, ils vont le consommer. L'entreprise qui vend ces trucs, ils vont devoir embaucher des salariés qui vont toucher un salaire. Ce salaire, ils vont le consommer. Cette consommation, il y a une entreprise qui va devoir recruter un salarié qui va toucher un salaire qui va... Et là, on va partir le boulot. Vous avez compris l'idée. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je prends 1000 euros à Pierre et que je les donne à Marie, je relance la croissance et l'économie. Ce qui veut dire que l'impôt, c'est de droite. Je vous laisse tous méditer sur celle-là. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, mais il y en a qui le pensent. Ford, l'inventeur du travail à la chaîne, qu'on a rarement vu à la fête de l'humain, pensait déjà qu'il devait donner à ses salariés assez de salaire pour qu'ils puissent s'acheter eux-mêmes le produit de l'entreprise, une Ford T. Donc il avait déjà en tête, ce que Keynes disait, c'est que même quand vous êtes dans une logique de croissance, de libéralisme, si jamais la répartition des revenus, du patrimoine et de l'argent est trop inégalitaire, la machine s'enraye. Et ça, c'est un point auquel il faut penser. Et c'est un point qui nous a été prouvé pendant le Covid. Parce que tous les gouvernements libéraux, enfin la plupart des gouvernements libéraux du monde, pendant le Covid, se sont dit « Oh, finalement, un peu d'intervention d'État, pourquoi pas ?» Et ça a marché. Autre point avec Keynes, et différence entre Keynes et Smith, entre Gryffondor et Serdaigle. Smith pense individu, Keynes pense
collectif. Smith va nous parler du chômeur, Keynes va nous parler du chômage. Si jamais, imaginons, on n'a que ces deux maisons-là, si quelqu'un vous dit les chômeurs foutent rien, c'est pour ça qu'ils sont au chômage, on est plus dans la logique néoclassique. Si quelqu'un dit le système économique est mal fait, ça crée des situations où il y a du chômage, on est plus dans une logique keynésienne. Alors, est-ce que dans les faits on est plus individuel, dans un système où chacun fonctionne différemment, ou est-ce qu'on est plus dans un modèle collectif avec des logiques systémiques? Eh bien, on va le vérifier avec une petite expérience magique, et je vais demander un nouveau ou une nouvelle volontaire, que je désignerai si personne se dénonce. Votre nom? Michel. Michel, merci à Michel. Alors Michel, je vais vous demander de couper dans le jeu. Michel coupe dans le jeu. On va prendre les cartes à l'endroit de votre coupe, les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur ces 10 cartes, on va les brasser une à une. Vous allez faire les choix. Si vous me dites passe, je passe la carte. Si vous me dites switch, j'inverse l'ordre des deux cartes qui viennent et je pose. Allez-y. Passe, 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 switch. Passe et switch. Si tu peux. Allez, on refait un tour, je le sens frustré. Ok, switch. Passe et switch. Et switch. Et repasse. Et re-switch. Et si tu on peux. fait le tour. Alors, on va regarder les cartes ensemble, dans l'ordre. On a donc un joker que je vais poser sur la chaise pour que Michel puisse bien le voir. On a, après ce joker, un 6. Après ce 6, un 6, un 1, un 5, un 6, un 2, un 8, un 8 et un 4. Michel, je vais vous demander, alors je ne sais pas si vous en avez un sur vous, mais au pire vous emprunterez, avez-vous un téléphone portable? Yes. Est-ce que vous pouvez le sortir? Oui. Première fois dans un spectacle, on vous demande de sortir votre téléphone. Il est allumé? Il peut. Eh bien, parfait. Je vais vous demander de sortir l'option la moins utilisée sur le téléphone en ce moment, le téléphone. Ouais. D'accord. Vous vous mettez face à la chaise parce que à l'envers, ça va En mode compliqué. avion. Hein. Ah bah faut enlever le... Ah, faut enlever le mode avion, d'accord. enlever 06. 06, 61, c'est ça? C'est ça. 61, 56, 28, je suis mort de rire là. 84, ok. Et ben vous appelez. Ouais, ouais. Ben, je mets le haut-parleur. Hein. Il y a du réseau. Alors Michel, t'es bien gentil, je suis en représentation, s'il te plaît. Je vais devoir te laisser. Merci beaucoup. Super, bravo. Comme ça j'étais 06. Et donc en fait, alors, si jamais il y a des gens qui font du spectacle sur les gesticulants, c'est un bon moyen de donner votre numéro de téléphone à un patron de salle pour qu'il vous rappelle après. Donc on pourra faire un atelier pour voir comment on fait. Mais ça nous montre bien que Michel a fait ses choix individuels, et pourtant, bah, on arrive au même résultat. C'est-à-dire que quand le système est maîtrisé, l'individu ne peut pas grand-chose. Regardez, autre exemple concret, mon sac de course. Est-ce que on parle d'individu? Est-ce que franchement, si on avait un individu unique, un entrepreneur qui sort du lot, il ferait quelque chose de différent? Il ferait quelque chose de différent que le système qu'on a actuellement? Peut-être, mais il y en a même qui ont essayé. Là, je regarde avec mes courses. Prenons par exemple ceci. Vous connaissez? Innocent. Innocent, le jus de fruits où il n'y a que du fruit dedans. C'est quand Innocent est sorti que j'ai compris qu'il n'y avait pas que du fruit dans les jus de fruits classiques. Ils font des goûts super, ils traitent bien leurs salariés, ils font du biologique, ils respectent les agriculteurs, ils ont des prix qui sont raisonnables, ils faisaient du circuit court, et puis ils ont été rachetés par Coca. Michel et Augustin. Oh, histoire magique, Michel et Augustin. On a Michel et Augustin.
Alors je me souviens plus lequel est lequel, mais il y en a un qui travaillait dans une grande banque, l'autre qui était au marketing d'une grande compagnie aérienne, et le week-end, ils fabriquaient des petits sablés entre eux. Et ils allaient le vendre dans les petites boulangeries, dans les petites pâtisseries. Ils ont créé ensemble le guide de la baguette de Paris, pour pouvoir comparer les baguettes de pain. Et ils ont décidé de tout lâcher pour créer leur biscuiterie qu'ils appelleraient la bananerie, et ce serait différent. Parce que ici, du comptable au technicien de surface, à l'agent d'accueil, tout le monde passait un CAP, ils ont le choix, boulanger ou pâtissier, parce que tout le monde doit connaître le métier. Tout le monde était intéressé aux décisions, tout le monde était investi. Et ils avaient le bonheur des produits. Ils ont fait des recrutements à la criée dans le métro. Et puis ils ont été achetés par Danone. Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, des fabricants de glace éthiques. Mais les gars, d'ailleurs ils ont financé en partie Bernie Sanders. Ils avaient... Enfin, franchement, comment expliquer ça ? Donner des exemples de la philosophie Ben & Jerry's. Quand on travaillait chez Ben & Jerry's, il y avait la possibilité pour chaque salarié, sous condition d'ancienneté, de rester un certain nombre de temps à la boîte, de dire « Bah là je pars un an pour une ONG et vous me gardez la place, quand je reviens, je l'aime. Parce que je veux changer le monde et je sais que je suis dans une boîte qui veut changer le monde. Allez, c'est cadeau, c'est chez nous. » Ben & Jerry's, ils ont inventé l'herbe pour que la vache pète pas. Parce que les paies de vache sont responsables, je crois, de 2% des gaz à effet de serre. Quoi ? C'est les héros. Ah bah. Eux vendent ça comme le paix. Alors, je me posais toujours la question, est-ce que c'est pour sauver la planète ou pour la blague ? Visiblement, c'est la blague. Au moins, on a la réponse. Ils avaient une partie des votes, une partie des dividendes qui était donnée systématiquement aux salariés, puis ils ont été rachetés par Unilever. Unilever, huile de palme, mort des orang-outans, la totale. Alors, il y a aussi Body Shop, mais j'ai pas amené de produit de Body Shop parce que c'est un spectacle à petit budget, mais Body Shop, premier à pas tester les produits sur les animaux, dans la logique du body positif, c'est-à-dire on ne met pas des mannequins anorexiques, surphotoshopés, on présente un corps de la femme, on va dire, réaliste pour pas créer du complexe, et une vraie dynamique que L'Oréal a beaucoup appréciée, c'est pour ça qu'ils les ont rachetés. Donc voilà, même quand vous êtes différent, même quand vous voulez combattre le système il vous rattrape peut-être pour plus cher, mais il vous rattrape. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des gens qui ont tenu toute leur vie. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Trigano ? Trigano, quelle entreprise ? Club Med. L'histoire du Club Med, moi j'ai lu ça, un conte. C'est la rencontre entre deux personnes. Un fabricant de matériel de camping, magasin familial, et un autre qui faisait quelque chose de très important mais dur. Il avait été mandaté pour faire des camps permettant aux personnes qui avaient survécu au camp de la mort de se réadapter au monde. Les deux étaient très clairement des gens engagés. Les deux se sont dit, on ne peut pas changer le monde, mais on peut créer une petite bulle où pendant 2 semaines, le monde est parfait. On peut créer un monde où on ne paye plus avec de l'argent, mais avec des colliers de perles, ce qui fait qu'on ne voit plus s'il y a des riches ou il y a des pauvres. On peut créer un monde où il n'y a plus des salariés et des clients, il y a des gentils villageois, des gentils organisateurs. On peut créer un endroit où en fait on impose des tables de 6 pour obliger les familles à se mélanger, caler sur les wagons dans les trains, et donc obliger la mixité sociale et la mixité entre les gens. On peut être dans une idée où chaque personne qui fait partie du conseil d'administration de l'entreprise a bossé sur le terrain dans un club et a été en contact avec les gens. Et il a tenu toute sa vie, mais son fils, pas longtemps. Parce que même s'il a tenu, parce qu'il y avait ce rêve-là, aujourd'hui, qui oserait me dire que le Club Med est une petite parenthèse communiste ? Très clairement, non. Donc le système rattrape soit vous, soit vos enfants. Et en parlant d'enfants, en parlant de destin, en parlant de choix, je ne vous ai pas raconté, moi, mon aventure à chasseur. Donc je me dis, je vais rencontrer quelqu'un, je vais trouver le boulot de mes rêves. Je fais ça, ça dure, et personne ne me fait rêver. Même il déprime des fois. Aucun boulot me fait rêver. J'étais au fond. Alors quand on m'a annoncé, si tu continues comme ça, Béranger, tu pourras finir partenaire, enfin associé du cabinet, j'étais au bout de ma vie. Parce que je voulais pas aller là-dedans. Et en fait, j'ai fait une introspection et je me suis dit, j'ai croisé personne dans ce métier qui me donnait envie d'avoir sa vie, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens que j'avais déjà croisés ?
Et j'ai pensé à Gilles Bourgoin, j'ai pensé à François Chatagnon, j'ai pensé à Nadine de Rien. Ils font tous le même métier. Ils sont enseignants. J'ai pensé à Gilles Bourgoin qui commençait tous ses cours par des petites brèves sur l'actualité, qui quand on arrivait en retard nous déterminait si on avait le droit de rentrer par rapport à notre horoscope. Je sais pas si c'était très légal, mais c'était assez drôle. Genre, je suis en retard, cherchez pas d'excuses. Vous êtes quoi, Verseau? Aujourd'hui, faites attention au travail. Désolé. Et je me suis rendu compte que la passion... Enfin, Chatagnon, c'était un prof de physique-chimie. On avait des expériences. À chaque fois qu'on faisait une expérience, j'avais l'impression de voir un gamin dans un parc d'attractions. Il y avait des étoiles dans ses yeux. Et il arrivait à communiquer sa passion. Et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai préparé le concours. J'ai eu le concours et je suis devenu enseignant. Ce qui est un plaisir. Pour moi aujourd'hui c'est un plaisir. Je me lève le matin, je vais au travail, c'est un bonheur. Les vacances ça me déprime. Et c'est dur dans un métier comme enseignant. Normalement les profs font ouh dans la salle, je dis non il n'y en a pas. Mais le plus dur quand j'ai choisi ce métier, ça a été d'annoncer. Économie et droit. D'où Et en fait, je me suis retrouvé enseignant et donc j'ai dû faire mon coming out. J'ai dû annoncer, après les études, le métier utile, que je faisais un métier pas utile, parce que je touchais moins. J'ai dû annoncer à mes parents, ma mère, tu sais mon fils, si c'est ton choix de vie et que t'es heureux comme ça, je le respecte, on t'aimera toujours. Mon père, mais qu'est-ce qu'on a mal fait? Ah, mes camarades de promo qui à un moment se disaient mais pourquoi mais comment? Et finalement on m'a même accusé de faire partie de la pire maison. La maison qui fait peur à tout le monde. La maison qui fait peur à tout le monde dans Harry Potter, je sais pas si elle vous parle. Serpentard. Alors évidemment ça perd de son effet dramatique si je mets 15 minutes à la trouver. On va y arriver. Voilà. Alors, Serpentard, dans Harry Potter, c'est les méchants, c'est les nazis, très clairement. Ils ont essayé de conquérir le monde. Quand ils ont le pouvoir de parler aux serpents, leur logo c'est un serpent, ils ont inventé le sort de mort, enfin, horrible. De toute façon, je crois que dans les peu de films d'Harry Potter qu'on a eu, on a quand même eu 2 qui ont essayé de gouverner le monde et qui ont mis en place des idées de génocide, quoi. Et ben, en économie, il y a une maison très dangereuse comme ça, qui fait peur à tout le monde. La maison Serpentard, qui est dirigée par le dangereux Voldemort. Ouh, craignez, braves gens. Alors, j'ai vu un documentaire sur Karl Marx. Alors voilà, ce bonhomme, malgré son amour du rouge, sa barbe et l'égalité, c'est pas le Père Noël. Il s'appelle Karl Marx, c'est un Allemand qui a une théorie économique assez complète, dont on parlera après, mais qui est marquée par le côté dangereux. BFM avait un documentaire sur lui qui disait malgré la grande dangerosité de cet homme, sa théorie peut nous permettre de comprendre les crises actuelles. C'est-à-dire que quand on fait un documentaire sur Karl Marx, il faut commencer à dire non mais les gars, voilà. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il est peut-être possible qu'il y ait eu peut-être 1 ou 2 régimes qui soient allés un peu loin en se dédouanant en utilisant ces théories. Théorie qu'on peut expliquer d'un point de vue économique de façon relativement simple. Alors, honnêtement, si on devait faire toute la pensée de Karl Marx, on pourrait faire une conférence de 18 heures. Parce que le gars, il est philosophe, historien, sociologue, économiste, enfin, il a aussi une partie technique, il fait de la science politique, il est assez costaud. Mais si je devais résumer sa pensée en une chose, je vous dirais que Karl Marx, c'est avant tout un camembert. Je m'explique. Vous allez à la boulangerie et on a vu tous ensemble que la boulangerie elle coûte 1 euro, que sur les 1 euro il y a 60 centimes pour fabriquer le pain et donc il y a 40 centimes de valeur ajoutée. Sauf la question qui va après, c'est la valeur ajoutée, elle va dans la poche de qui? Du boulanger ou du propriétaire de la boulangerie? Ça va. Quand vous allez dans un resto, l'argent, il y a de la valeur ajoutée qui crée au moment du service, au moment du repas, au moment où on vous fait couler cette bière si fraîche et agréable. J'ai soif. Cette valeur... Non, je plaisante. Ça veut dire que je joue bien. Cette valeur ajoutée, elle va dans la poche de qui?
du patron du resto ou de tous les serveurs et du chef cuistot? Eh bien écoutez, dans les faits, aujourd'hui, on a 40% qui va dans la poche du propriétaire et 60% qui va dans la poche des travailleurs. Et combien pour le propriétaire des murs? Alors en fait, 40% c'est la totalité de la rémunération de la propriété. Donc, si jamais vous touchez des dividendes, si jamais vous touchez un loyer pour des murs, si jamais vous touchez des intérêts pour l'argent que vous avez prêté, cet argent, ça va de ce côté-là. Si jamais vous travaillez, cet argent, il va de ce côté-là. C'est presque 50-50, c'est plutôt équilibré, non? Ben non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même nombre de gens des deux côtés. Hein? Vous travaillez chez Auchan, 35 000 salariés, une famille d'actionnaires. Et Kylian Mbappé et Neymar, ils sont de ce côté. Hein. On est bien d'accord. Ils sont alors c'est travailleurs très luxe, hein, mais là, quand on parle des 40%, on parle juste du fait d'être rémunéré pour être propriétaire d'un truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en théorie, les gens qui sont de ce côté-là, ils voudraient que le camembert il fasse comme ça. Les gens qui sont de ce côté-là, ils voudraient que le camembert il fasse comme ça. Comment ça s'appelle le fait de vouloir faire bouger le camembert? La lutte des classes. Donc quand quelqu'un dans un point au fond, un point contre des fourneurs. Non, pour Serpentard. Mais la lutte des classes, quand les gens sur les JT vous disent oui mon Dieu c'est la violence, c'est la lutte des classes, on veut couper les têtes. Non, la lutte des classes c'est faire bouger le camembert. C'est tout. Et les classes n'existent pas. Bah, justement, d'après Karl Marx, il y a déjà deux classes. Il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui sont propriétaires. Il y a celui qui travaille, qui propose sa force de travail contre une rémunération, et il y a celui dont le boulot est d'avoir des trucs. C'est Rockefeller qui expliquait comment il est devenu riche. Il dit, en fait, c'est très simple. Et en fait, on m'a donné une pomme sale. Quand j'étais petit, j'ai nettoyé la pomme et je l'ai vendue plus cher parce qu'elle était propre. Ce qui m'a permis d'acheter 2 pommes sales. Je les ai nettoyées et donc je les ai vendues plus cher, ce qui m'a permis d'acheter 4 pommes sales. Et là, mon grand-père est mort, j'ai hérité. Puisque, n'oubliez pas que ces gens-là, si jamais vous touchez 5%, 5% c'est un taux de rendement honnête, vous avez, je sais pas moi, juste 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça veut dire que ça vous rapporte combien tous les ans à 5%? 500 000. Donc, automatiquement, si vous avez 10 millions de mise de départ, vous touchez 500 000 tous les ans. Pour, en travaillant, toucher 500 000, il faut faire beaucoup de pommes. C'est-à-dire que même parmi des personnes qui sont salariées de luxe, les gens qui sont à 500 000, voilà. Mais imaginez, vous avez 1 milliard. Comment on les rattrape? Parce que le seul moyen pour être riche, c'est d'être riche. Il y a une étude qui... Alors, les chiffres se contredisent, le chiffre peut changer, mais la dernière étude que j'ai vue sur le sujet, c'est que les 8 personnes les plus riches du monde ont autant que la moitié de la population mondiale la plus pauvre. 8 personnes, ça rentre dans un multiplat. Enfin, vous vous rendez compte un peu? Et la question c'est pourquoi ces gens-là, ils se rebellent pas parce qu'avant c'était 30-70, hein. Le camembert il avance dans ce sens-là. Pourquoi les gens-là ils se rebellent pas? Pourquoi on vote pas des lois pour que... Quoi? La propagande. C'est pas eux qu'on pouvoir, on vote. On pourrait tous voter pour... Pour gagner la lutte des classes. Autant qu'on gagne le pouvoir. Oh, elle n'est pas encore finie. Tant qu'on n'est pas à zéro, faut pas lâcher. Non, parce qu'en fait, Karl Marx, il avait une erreur dans son analyse. En fait, Karl Marx était persuadé que les gens prendraient conscience de leur intérêt objectif de classe. C'est-à-dire que les gens qui sont là seraient conscients qu'ils sont là. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là et qui pensent être ici. Vous avez déjà vu un post Facebook? Alors, j'ai vu là dernièrement sur Facebook un truc, les Finlandais font des amendes proportionnelles aux revenus, un millionnaire a payé plus 100 000 euros d'amende. Et il y a quand même des gens en dessous qui notent, mais vous dites ça parce que vous êtes des jaloux des riches, ces gens-là sont utiles à la société, etc. Alors moi, curieux, réflexe de chasseur de tête, je prends le nom de cette personne que je ne citerai pas parce qu'on est filmé. Je vais sur LinkedIn.
Et là, Bah, il travaillait à faire comment on appelle ça, de la mise en rayon chez Decathlon. Alors, il y a, je veux dire, c'est un boulot qui est utile, hein, mais il n'est pas là. Il y a aussi une autre arnaque, l'entrepreneur. L'entrepreneur, le type qui fond son kebab, sa boulangerie, je suis très bouffe ce soir, qui fond son kebab, sa boulangerie, son salon de massage, ce que vous voulez, à votre avis, il touche un salaire à la fin du mois parce qu'il est propriétaire d'un truc, ou parce que tous les matins il s'est levé en même temps, voire avant les salariés, tous les soirs il s'est levé après eux et qu'il fait de son mieux pour faire tourner l'affaire. En fait, l'entrepreneur... non, pas du tableau. Le capitalisme essaie de nous bloquer. On est de ce côté... Enfin, on fait croire aux entrepreneurs qui sont là alors qu'ils sont là. Petite expérience qui va nous montrer comment on peut, on va dire, détourner l'attention des gens et leur faire croire qu'ils ne sont pas du bon côté. Et je pense que pour ce genre de choses, il n'y a rien de mieux qu'une illustration magique. Est-ce que j'ai une volontaire? Allez! Julia. Alors, dans un premier temps, je vous demande de dire stop quand vous voulez. Stop. Ici? On est d'accord. Vous prenez la carte, vous la montrez à tout le monde. Je peux même la voir ce coup-ci. Ah oui? Ouais. C'est bon. Et là, je vais vous demander, et ça me fait mal à chaque fois, de déchirer la carte. En plein de petits morceaux. Je souffre, c'est mon cachet qui est en train de disparaître. Et je dis ça comme si j'avais un cachet ce soir. Petit message subliminal. Non, je plaisante. Je plaisante, j'ai eu des bières. C'est bon? On a tout ce qu'il faut. J'ai même pas regardé ce que c'était. Avec Comme carte? 4 de carreau, c'est bon pour vous. Je vais vous demander de vous asseoir devant. On va tenter un truc avec ce fameux 4 de carreau. Alors. Non, je vais te trouver. Je ne retrouve plus mes filles. Oh, j'ai le micro. Je vais voir. Alors. Vous fixez le 4 de carreau, c'est bon. Le but c'est de le faire disparaître, c'est de jouer avec votre attention. Ok? Alors oui, c'est pas une baguette magique, c'est un stylo, mais c'est un spectacle là. Petit budget. Ok, c'est bon. Votre prénom? Julia. Julia. 1 Julia. 2 Julia. J'adore ce moment parce que j'ai l'impression de faire Roland Garros. Il y a tout le public qui fait ça. 1, 2. On suit bien, on est d'accord? 3. Ouais, je sais, c'est débile. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que si on vous montre quelque chose et qu'on met votre attention, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment où vous regardez là, voilà, regarde les chômeurs, regarde les immigrés, il est où le code du travail? Et ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où je vous montre que c'est le stylo, au moment où je vous dis voilà où est l'arnaque, je peux encore plus vous arnaquer. C'est la vieille technique de oui, j'ai recruté ma femme, mais nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Et parce qu'à ce moment-là, 1, 2, 3. Alors, il y a quand même une convention en magie, c'est que si on fait disparaître quelque chose, on le fait réapparaître. Et donc, comme le dit Alan Smith, on fait ça avec des citrons. Alors, je vais vous demander de choisir un citron. Tu me vois? Ouais. Celui-là, vous l'attrapez et c'est génial parce qu'en fait, celui que vous avez, c'est cadeau. Il n'est pas comestible, l'autre. Alors, vous remarquez d'ailleurs ce moment très drôle, c'est-à-dire que je lui demande de choisir entre un citron et un citron, elle est contente de choisir son citron. On dirait les élections présidentielles. Un libéral ou un libéral, j'ai choisi moi-même mon libéral. Pas du tout. C'est l'illusion du choix. C'est l'illusion du choix et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a... La carte. Je laisse la déplier. Et là, c'est une dame de presse. Alors, si jamais vous vous posez la question, je fais pousser le citron autour de la carte. Ça prend beaucoup de temps. J'en étais où? Donc, finalement, on voit cette illusion-là et ça marche pas forcément le marxisme, puisque
ça permet pas de tout comprendre, parce qu'il y a eu des interprétations, notamment ils pensaient que les gens des 60% comprendraient qu'ils ont tous intérêt à se liguer, ça s'est pas fait. Donc c'est peut-être pas la seule traduction qui permet de comprendre. Il y a peut-être une autre maison, une dernière. D'ailleurs, pour comprendre la dernière maison, il faut parler des trois autres. Il faut parler des trois autres. Si on regarde ces trois types, lui, il pense la production, elle doit aller dans la poche des travailleurs. Lui, il pense qu'une bonne répartition de l'argent permet de produire plus. Lui, il pense que pour produire plus, il faut que les gens pensent à leur argent et soient libres. Il y a deux points communs entre ces trois gars. C'est que leur but, à tous les trois, c'est d'augmenter la production. Et qu'aucun d'entre eux n'a connu le Minitel. Eh bien oui, c'est peut-être des réponses d'un autre temps à des questions d'un autre temps. Leur obsession à tous, c'était de se dire, faut qu'on produise plus, faut qu'on augmente la taille du gâteau. Mais c'était peut-être à une autre époque, un autre problème. Je ne vais pas faire le dessin, sous le temps d'effacer autre, mais il y a un autre gars qui s'appelait Malthus. Il nous disait, la production elle augmente comme ça, la population elle augmente comme ça. Le jour où les deux se croisent, c'est-à-dire qu'on a plus de population que ce qu'on produit, on est foutu. Et ces trois-là, ils étaient obsédés par ce problème. Ils n'avaient pas anticipé que, déjà on ferait moins d'enfants, transition démographique, et qu'on arriverait à produire encore plus. Tellement plus qu'aujourd'hui on utilise plus de ressources que ce qu'on a. Et par rapport à ce problème-là, par rapport au fait de se dire la production c'est plus le sujet, aujourd'hui on produit assez de nourriture pour 12 milliards d'êtres humains. Si tout le monde ne mange pas, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez, c'est parce qu'on ne sait pas le répartir. Et pour ça, on va parler justement de la dernière maison. Alors, cette dernière maison, elle est un peu particulière. Vous connaissez Pouf-Souffle ? Dans Harry Potter, tout le monde se fout d'eux. Parce qu'en fait, quand il y en a qui font des guerres, quand il y en a qui organisent des génocides comme Serpentard, quand il y en a qui sont dans les intellectuels, Pouf-Souffle, leur symbole c'est un blaireau déjà. Et leur grand fait d'armes, c'est les cuisines magiques. En fait, c'est des gens qui sont gentils, Pouf-Souffle, et qui veulent juste le bien-être des gens. Mais on se fout de leur gueule. Et je pense que cette dernière maison, elle correspond un peu à ça. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur parce que c'est une création collective. 1968, le Club de Rome. Des intellectuels, des universitaires, des chefs d'entreprise, des politiques, des associatifs se réunissent pour ensemble savoir ce qui allait arriver dans le monde. Conclusion en 1972, un papier universitaire qui pour la première fois utilise un mot qui aujourd'hui, qui à l'époque était ridicule et qui aujourd'hui commence à résonner, le mot décroissance. C'est quoi la décroissance ? Alors honnêtement, difficile à comprendre ce que c'est que la décroissance. Et j'ai eu deux réponses. J'ai eu une première réponse, alors on a eu la chance, je suis dans une université populaire, de faire venir un économiste atterré, M. Sterdiniak, et je lui ai posé la question, je fais décroissance, j'arrive pas à trouver une définition simple. Et il me dit, c'est pas compliqué, c'est augmenter le bonheur des gens sans se poser la question de l'augmentation de la production. Et il y a une autre vision, il y a une autre métaphore pour parler de la décroissance, c'est une métaphore pâtissière. D'habitude, on dit que l'économie c'est un gâteau. On se pose la question de comment on le répartit, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le fait grossir. Et plus il y a du gâteau, moins on se pose la question de la répartition. Et bien les décroissants, ils pensent que l'économie c'est un donut. La pâte, c'est toute la richesse qu'on fabrique. Le trou au milieu, c'est le lien social, c'est la culture, c'est l'entraide, c'est la connaissance. Tous ces éléments qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas des objets produits et qui pourtant ont de la valeur. Plus le trou est gros, plus vous pouvez faire un gros donut avec peu de pâte. Vous voyez, je ne sais pas si l'image... La décroissance... Quoi ? Oui, j'ai mal dessiné de Mais la décroissance, en fait, c'est cette idée-là. C'est l'idée... Enfin, c'est aussi une réponse simple, mais qui demande de l'effort. Enfin, tour de magie en 10 secondes, qui illustre ce qu'est la décroissance. Une volonté.
Dites ça quand vous voulez. Ici, Ouais. prenez la carte. Vous la regardez, vous la montrez à personne. Hop là, tour décroissant, rapide, efficace. La carte qui n'est pas dans... Enfin, la carte qui est dans votre main, je pourrais deviner, mentaliser ou quoi que ce soit, mais on est d'accord, c'est la carte qui n'est pas ici. Oui. On est d'accord 9 de pique. C'est bien ça? C'est ça en fait, c'est prendre la solution la plus évidente. Alors ça demande du boulot d'arriver à faire ça. Mais c'est prendre la solution la plus évidente mais qui demande du travail. On pollue trop à cause du transport. Créer des voitures électriques, de l'hydrogène? Non. Rapprochez le lieu de travail du lieu où vous vivez. On met en commun. Autre problème. Entre 1970 et 2010, la productivité d'un Français a été multipliée par 3. S'il fallait 10 petits bonhommes pour fabriquer une voiture, aujourd'hui il en faut 3,5. On fait quoi des 6,5 qui restent? Il y a quoi comme solution pour ça? Salaire à vie. Salaire à vie. Alors, faut pas commencer par les bonnes, faut commencer par les mauvaises. Quoi? Elle est bonne celle-là aussi. Non, alors, ce qui a été fait avant, alors, on peut se dire, voilà, les 6,5, on les met sur le côté de la société. On peut aussi avoir une autre solution, c'est de dire, on produit plus. On les fait travailler. Vous faites une bagnole de plus, 2 bagnoles de plus, vous en faites quoi les bagnoles? Il peut y avoir la publicité, l'obsolescence programmée pour faire consommer les gens plus, donc comment on les occupe? Il peut y avoir une bonne technique, c'est la guerre. Bah, c'est super. Fabriquer un obus, ça prend plein de monde, et puis avec un peu de chance, ça tombe sur une partie des petits bonhommes qui servent plus à rien. Et après, oui, il y a d'autres choses. Fabriquer des maladies. Alors là, Alors, je pense honnêtement qu'avec tout ce qu'on fait en termes d'alimentaire, on n'a pas besoin de les fabriquer, elles se font tout seul. Hein. Ah, oui, ok. Mais c'est vrai que voilà, ça arrive. Mais la solution du salaire à vie, ça peut être une chose. C'est-à-dire de se dire, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin que tout le monde ait une activité, on va dire, dans la production marchande mesurée par le PIB. L'autre solution, ça peut être partager le temps de travail. Ça peut être de se dire, bah, soit on travaille tous moins par semaine, soit, et on s'est rendu compte des résultats que ça a eu, et l'une des périodes où on avait moins de chômage, année Jospin. Une des choses mises en place dans les années Jospin, retraite anticipée. Oui. Y a des études qui sont sorties qui disent qu'on va avoir à peu près 3 millions d'emplois qui vont être détruits par la technologie. Donc 3 millions de personnes qui vont être remplacées par des machines, des logiciels et autres. Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que en fait l'idée c'est, vous aviez 10 autres de caisses, maintenant il y a un ingénieur qui gère les caisses automatiques, mais il est vachement moins nombreux que les gens qui sont remplacés. Mais cette destruction d'emploi, il va falloir se poser la question par rapport à ça. Il y a une autre solution aussi qui a été trouvée, les bullshit jobs. On s'est dit, bah, on va occuper les gens avec des boulots qui servent à rien. Un bullshit job, c'est un boulot dont la personne qui travaille pense que son travail n'est pas utile. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre, 30%. 30% des Anglais au moment de l'étude pensaient que leur travail ne servait à rien. De toute façon, pour savoir si un boulot sert ou pas, je pense que le meilleur outil, c'est la grève. Si quand vous faites grève, les gens disent que vous prenez le pays en otage, vous faites un travail utile. Si quand vous faites grève, tout le monde s'en fout. 1968, New York, même semaine, commence la grève des éboueurs et des banquiers. Il y en a un des deux métiers qui a obtenu ce qu'il voulait au bout d'une semaine. Il y en a un autre, ils sont rentrés, ils n'ont rien dit, parce que personne n'avait remarqué qu'ils étaient partis. Petit indice, ceux qui sont partis la queue entre les jambes étaient en costard. En plus, c'est assez drôle parce que moi je pense que je faisais un bullshit jobs avant, c'est-à-dire prendre la valeur dans une entreprise pour donner une autre. Voilà. C'est pas forcément le truc le plus utile. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, j'espère que j'ai une utilité. Et finalement, la décroissance, ça reste quand même une maison qui reste à définir dans le détail. C'est-à-dire qu'elle est jeune, on parle d'un début en 1968, là où on a une première maison qui a été inventée en même temps que les philosophes des Lumières, donc il y a des choses à définir, à construire, si c'est cette maison qui vous correspond. D'ailleurs, on a vu, donc Gryffondor, le libéralisme, Serre d'Aigle,
Libéralisme, c'est bien, il faut contrôler un peu. Serpentard, le problème c'est que c'est ceux qui produisent la richesse qui devraient l'avoir et pas ceux qui sont propriétaires. Et les derniers, Pouf-Souffle, les gars, vous êtes à côté de la plaque, il faut arrêter de parler de production. En tout cas, je vous ai présenté les 4 maisons. J'espère que j'aurai été un bon choix pot pour vous, que vous avez peut-être trouvé celle qui vous correspond, au moins que vous savez qu'il y en a plusieurs. Et c'est important de savoir qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y en a aussi d'autres, en plus de ces 4-là. Parce qu'une idéologie dominante, c'est pas une idéologie qui arrive à vous convaincre qu'elle est la meilleure, c'est une idéologie qui vous fait croire qu'il n'en existe pas d'autre. Sur ce, je vais vous redire que j'espère avoir été un bon choix pot, et je vais m'arrêter tout de suite, parce que j'ai peur de passer pour un gros blaireau.